Il y a plus de 4,5 milliards d'années, à la suite de l'effondrement d'une nébuleuse, l'histoire de notre système solaire commence. C'est la naissance de notre étoile, le Soleil. We have been given the scientific knowledge, the technical ability, and the materials to pursue the exploration of the universe. Effectivement, si on va 4,5 milliards d'années en arrière, un petit peu plus, il faut imaginer que tous les atomes qui nous composent, vous, moi, tout le monde, mes cheveux, mes dents, c'était flotté dans l'espace en fait, sous forme de gaz ou sous forme de poussière, au milieu d'un énorme nuage comme on voit quand on regarde autour de nous dans notre galaxie. Et à un moment donné, un événement a fait qu'il y a eu un effondrement. Et gravitationnel en fait. Évidemment, toute cette matière exerce une gravité, et puis pour peu qu'il y ait une petite surcroissance là qui se forme, eh bien ça va un peu, tout le monde va tomber dessus, et ça va croître comme ça, de manière progressive. Alors on imagine là ce nuage de poussière et de gaz, ça s'effondre, et presque toute la matière va aller au milieu en fait. Et ça va former plus tard ce qu'on appelle le Soleil. C'est une étoile. Elle va se former en même temps que plein d'autres étoiles. C'est une espèce de pouponnière géante, évidemment. Et puis, donc, toute cette matière se rassemble, se concentre avec la gravité. Énormément d'énergie dissipée. Donc, c'est la toute jeune étoile, le Soleil, est beaucoup, beaucoup plus lumineuse, 50, 100 fois plus lumineuse qu'ce qu'elle n'est aujourd'hui. Tellement il y a d'énergie qui a été rassemblée. Et autour de cela, bien sûr, tout ne peut pas aller au milieu parce que y a des poussières qui se mettent finalement ce qu'on appelle en orbite autour de ce centre, et puis ça frotte, il se passe des choses. Et la physique nous enseigne que, au bout d'un moment, ça forme une espèce de disque. Donc on a une étoile ultra brillante, puis autour un disque de gaz et de poussière. Et c'est ce disque de gaz et de poussière qui, plus tard, va créer les planètes. À proximité du Soleil, il fait trop chaud pour qu'il y ait de la glace. On a donc surtout du gaz, du grain, des silicates. Ces petits grains de poussière se regroupent alors par accrétion, jusqu'à former des cailloux, puis des rochers. Ces rochers deviennent des planétésimaux, assez massifs pour exercer leur propre gravité et attirer de la matière, donnant ainsi naissance à des protoplanètes. Ces protoplanètes vont finalement former des planètes dites telluriques. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, est aussi la plus petite depuis que Pluton n'est plus considéré comme une planète. Son rayon est de 2440 km, près de 3 fois plus petite et presque 20 fois moins massive que la Terre, mais presque aussi dense qu'elle. Mercure fut l'une des premières planètes observées. On retrouve des informations à son sujet en Mésopotamie, 2000 ans avant notre ère. Sa proximité avec le Soleil rend son observation depuis la Terre difficile. Il est possible de l'observer qu'au lever ou au coucher du Soleil. Son orbite est la plus elliptique de toutes les planètes du système solaire.
Sa durée de révolution autour du Soleil est d'environ 88 jours, alors qu'une journée mercurienne dure environ 59 jours. Mercure n'a pas d'atmosphère. Se retrouvant en proie aux météorites et astéroïdes qui viennent consteller son sol. Malgré les apparences, Mercure n'est pas une planète morte. Elle semble toujours géologiquement active. Son noyau métallique se refroidit, provoquant la contraction de la planète. Autrement dit, Mercure rétrécit. Elle aurait perdu, en 4 milliards d'années d'existence, sur un diamètre d'environ 4800 km, près de 14 km. Mercure possède un large noyau, un manteau et une croûte. Le noyau de Mercure est énorme. Il atteint près de 85% du diamètre de la planète, là où sur Terre, il n'en atteint que 55%. Le 9 mai 2016, Mercure offrit aux terriens un magnifique spectacle, un transit. En quoi consiste-t-il? Il s'agit du passage de Mercure devant le Soleil vu depuis la Terre. Ce spectacle n'est donc observable que pour 2 planètes, Mercure et Vénus. Il se produit lorsque les planètes, Mercure et la Terre dans ce cas, sont alignées avec le Soleil. Le prochain alignement Terre-Mercure-Soleil aura lieu en novembre 2032. Mercure revient dans la même position par rapport à la Terre tous les 116 jours. Elle évolue dans un plan incliné d'environ 7 degrés par rapport au plan orbital de la Terre, aussi appelé plan de l'écliptique. Pendant sa courte année, Mercure traverse 2 fois le plan de l'écliptique. Ces points d'intersection sont appelés des nœuds. Elle passe par l'un de ces nœuds tous les 43,95 jours. Pour observer le passage de Mercure devant le Soleil depuis la Terre, Mercure doit être au voisinage de la ligne des nœuds, synchrone avec le passage de la Terre et être aligné avec la Terre et le Soleil. Arnold Schönberg, Claude Debussy, Gustave Flaubert, Victor Hugo ou encore Walt Disney forment avec près de 400 autres illustres personnalités le parterre de stars mercuriennes. En effet, chacun des 413 cratères d'impact recensés jusqu'à aujourd'hui porte le nom d'un artiste. Sur toutes les planètes privées d'atmosphère, comme Mercure, on peut établir une chronologie des cratères selon leur état de fraîcheur. Les cratères récents sont intacts, alors que les cratères anciens ont été dégradés par d'autres impacts. Sur Mercure comme sur la Lune, une estimation du nombre de cratères en fonction de leur âge relatif montre que la fréquence des impacts, très élevée autrefois, a considérablement diminué au cours du temps. Si
si je vous montre une photo de Mercure, vous avez l'impression de voir une photo de la Lune, parce que c'est un corps, c'est plus gros que la Lune, mais pas beaucoup plus gros. C'est une croûte comme ça, assez ancienne, avec beaucoup de cratères, quelques mers de lave maintenant solidifiées. Donc on a l'impression de voir la Lune. Alors dans les détails, quand même, c'est un monde un peu plus exotique qu'on a pu découvrir vraiment, surtout avec les missions spatiales. Alors ça a été difficile, hein. C'est difficile d'envoyer une mission vers Mercure parce que Mercure étant proche du Soleil, d'abord il fait très chaud. Pour faire simple, le flux solaire est 10 fois plus élevé qu'au niveau de la Terre. Donc vraiment, tous les panneaux solaires vont être très très chauds. D'ailleurs, quand on envoie maintenant des missions spatiales, on a des grands panneaux solaires, pas tellement parce qu'il n'y a pas assez d'énergie, parce qu'on est obligé de les incliner en biais pour surtout qu'ils puissent bien se refroidir. Donc c'est très très étonnant. Alors, au niveau de Mercure, non seulement il y a beaucoup d'énergie, mais en plus il faut descendre près du Soleil. Et quand on descend près du Soleil en partant de la Terre, on accélère beaucoup. Ce qui fait que, alors ce qu'on peut faire, c'est survoler Mercure à très grande vitesse, mais si on veut se mettre en orbite autour de Mercure, il faut freiner très fort. Et finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si elle n'est pas très loin et puis plutôt proche du Soleil, il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de manœuvres compliquées. Ce qui fait que toutes les missions qu'on a envoyées vers Mercure, on survolait Vénus, la Terre, on fait tout un parcours compliqué pour pouvoir décélérer avant d'arriver sur Mercure. Développé par la NASA et lancé le 3 novembre 1973, Mariner 10 est le premier engin spatial qui s'approche de Mercure. Il survole la planète à 3 reprises en 1974 et en 1975. Pour atteindre la planète, la sonde utilise pour la première fois la technique de l'assistance gravitationnelle, en passant à faible distance de la planète Vénus. Les caméras de Mariner 10 purent alors la montrer telle qu'elle ne fut jamais vue auparavant. Une Vénus qu'on ne peut voir depuis la Terre. La gravité de Vénus courba alors la trajectoire de la sonde et celle du Soleil l'attira vers Mercure. En mars 1974, Mariner 10 passa près de Mercure. Le temps de révolution de la sonde est de 176 jours. Le premier passage se fit du côté obscur de Mercure. Le second, lui, se fit du côté éclairé pour pouvoir faire des photographies. Après 6 mois de voyage autour du Soleil, Mariner 10 croise pour la 3e et dernière fois Mercure. Il permit notamment la découverte d'un champ magnétique significatif et de la forte densité de la planète, révélatrice d'un noyau ferreux de grande taille. Les télescopes terrestres les plus puissants n'avaient pas permis d'obtenir des images de qualité de la surface, du fait de la proximité de l'alignement avec le Soleil. Grâce aux photographies prises par Mariner 10, près de 45% de la surface de la planète fut cartographiée avec une résolution d'environ 1 km. Cela révéla une surface ancienne couverte de cratères à l'apparence très proche de celle de la Lune. Projet sélectionné par la NASA en 1999, Messenger est la 7e mission du programme Discovery, qui rassemble des projets d'exploration du système solaire à coût modéré et durée de développement courte. La mission Messenger est lancée en 2004 et devient la première sonde spatiale à se placer en orbite autour de Mercure le 18 mars 2011. Pour y parvenir, elle effectue durant son trajet 6 survols rapprochés des planètes intérieures. La Terre, Vénus à 2 reprises et Mercure à 3 reprises, avec quelques corrections de trajectoire intermédiaires. Le trajet de Messenger lui a permis de remplir à la fois la mission d'orbiteur
autour de Mercure, mais aussi de faire 3 survols d'autres planètes, offrant des vues inédites et inaccessibles pour un orbiteur. Un autre grand challenge de la mission était la gestion de la température. En effet, en plus du Soleil, qui pouvait chauffer jusqu'à 600 degrés, il fallait également être attentif au rayonnement infrarouge issu de la planète. La NASA a donc créé un bouclier thermique. Mais il fallait aussi être attentif à l'extrême inverse. En effet, quand l'orbiteur passait dans l'ombre de Mercure, le froid extrême pouvait aussi endommager l'équipement. La couverture photographique de la planète, désormais complète, a révélé des formations qui n'ont, jusqu'à présent, pas trouvé d'explication, tandis que le champ magnétique mesuré a confirmé la présence d'un noyau partiellement liquide. L'objectif de la mission est d'effectuer notamment une cartographie complète de la planète, d'étudier la composition chimique de sa surface et de son exosphère, ainsi que l'origine de son champ magnétique. La fin de la mission était fixée initialement en mars 2011. Repoussée jusqu'en avril 2015, la sonde spatiale est placée sur une orbite plus rapprochée, permettant d'allonger le temps d'observation de ces instruments et d'accroître la résolution des données. Messenger s'est écrasé sur le sol de Mercure le 30 avril 2015, laissant sur la planète un cratère d'environ 16 mètres de diamètre. L'Agence spatiale européenne développe avec l'Agence spatiale japonaise la mission Bepi-Colombo, dont le lancement, planifié en 2017, doit atteindre Mercure en 2025. La grande difficulté, c'est que lorsqu'on rejoint l'orbite de Mercure, en partant de la Terre, on se rapproche du Soleil, on tombe vers le Soleil, donc on accélère énormément, il faut freiner. Et pour cette mission, on a trouvé une astuce originale, en tout cas une méthode un peu nouvelle, c'est qu'on ne va pas freiner avec des moteurs fusées comme d'habitude, mais on va d'une part utiliser des moteurs qu'on appelle électriques. Donc c'est simplement avec de l'électricité, on crache des ions comme ça en continu et ça freine doucement mais sûrement. Donc il y a toute une partie de la mission, en fait c'est un gros module qui a cette propulsion électrique qui sert à freiner pour s'approcher de Mercure sans aller trop vite pour pouvoir se mettre en orbite avec des immenses panneaux solaires alors qu'on est près du Soleil. Et puis, en plus de ce module, on a 2 petits satellites qui sont conçus pour, cette fois, aller en orbite autour de Mercure. Un petit satellite japonais qui va se mettre assez loin et qui va explorer tout l'environnement, ce qu'on appelle la magnétosphère, comment Mercure, avec son champ magnétique, interagit avec le vent, les particules chargées qui viennent du Soleil. Ça fait plein de physique compliquée, très intéressante à étudier, unique dans le système solaire. Et puis nous, le module européen, le module planétaire, lui va être en orbite basse, plutôt proche, et va cartographier avec une précision sans précédent tout ce qui se passe sur Mercure, cette géologie assez complexe qu'on a pu y voir, avec des failles, des volcans, beaucoup de cratères, hein, j'ai dit que ça ressemblait à la Lune, et en particulier quelque chose de très amusant que l'on connaît maintenant sur Mercure, mais qu'on va pouvoir essayer de mieux comprendre, c'est le fait qu'au pôle de Mercure, alors que Mercure est un des mondes les plus chauds du système solaire, évidemment, il est tout près du Soleil, eh bien, au pôle de Mercure, il existe des cratères qui sont en permanente dans l'ombre. Et là, on pense qu'il y a littéralement des glaciers de glace d'eau. Donc, des glaciers de la glace sur la planète la plus chaude, c'est très étonnant. Et on va essayer de mieux comprendre ce qui s'y passe grâce à cette mission Bepi-Colombo, auquel énormément de collègues européens et français participent. Vénus est, à première vue, une planète aux caractéristiques très proches de la Terre par sa taille et sa distance au Soleil. Elle exerce depuis l'Antiquité une fascination sur les grandes civilisations, notamment parce qu'elle est l'astre le plus visible après le Soleil et la Lune. Mais à la fin des années 50, c'est-à-dire au début de l'ère spatiale, les scientifiques disposent de peu d'informations sur cette planète, notamment parce que sa surface est en permanence masquée par une couche de nuages opaques. C'est d'ailleurs cette épaisse couche de nuages qui reflète la lumière du Soleil qui la rend à la fois si brillante et si mystérieuse, sans doute à l'instar de sa déesse romaine de l'amour.
Vénus gravite sur une orbite quasi circulaire d'un rayon moyen de 108 millions de kilomètres. De ce fait, Vénus reçoit un rayonnement solaire presque 2 fois plus intense que la Terre. Sa période de révolution sidérale, c'est-à-dire de circulation autour du Soleil, est d'environ 225 jours terrestres. Paradoxalement, la rotation de la planète est extrêmement lente, 243 jours. Les journées vénusiennes sont donc plus longues que les années vénusiennes. De plus, la rotation de Vénus s'effectue dans le sens rétrograde. Le Soleil se lève donc à l'ouest. Vénus est la planète la plus circulaire de toutes les planètes du système solaire. Du fait de sa très lente rotation, elle ne subit que peu les forces centrifuges. Les diamètres, pôle à pôle ou équateur à équateur, sont à peu près identiques. Depuis la Terre, Vénus peut être vue avec différentes phases, semblables à celles de la Lune. Le caractère circulaire et une très faible inclinaison de cette orbite n'entraînent pas d'effet saisonnier très marqué. Vénus a longtemps été comparée à la Terre. Mais à partir des années 60 et des missions américaines Mariner, on découvre que si Vénus est la jumelle de la Terre, c'est sa jumelle diabolique. En effet, la chaleur y est intense, près de 460 degrés. La pression écrasante, environ 90 fois celle de la Terre. L'air est irrespirable pour l'homme et il pleut de l'acide sulfurique. La chaleur qui règne à la surface ne tient pas au seul fait que Vénus se trouve plus près du Soleil que la Terre, mais surtout à un puissant effet de serre. L'atmosphère faisant écran au rayonnement thermique infrarouge du sol. La proximité avec la Terre amène forcément à s'interroger sur l'éventuelle existence d'eau sur Vénus et sur les raisons de sa disparition. L'eau sur Vénus, c'est une bonne question. Et il y a un vrai débat, tout est possible. On imagine 3 scénarios donc. Soit les 2 planètes, la Terre et Vénus, ont commencé pareil, sauf que sur Terre, les océans sont condensés, et on a des océans encore aujourd'hui. Sur Vénus, ils n'ont jamais pu se condenser quand la planète était toute jeune, à sa naissance, et ils se sont échappés dans l'espace. On n'a jamais connu une période océanique. On imagine que peut-être qu'ils sont condensés que pendant quelques millions d'années simplement, centaines de millions d'années, vraiment quand les planètes étaient très jeunes. À cette époque-là, il faut savoir que le Soleil était moins lumineux qu'aujourd'hui, ça a sûrement aidé. Alors il y a eu un océan, un peu comme sur Mars. On dit souvent que sur Mars, pendant le premier milliard d'années, il y avait des lacs et des rivières. Peut-être qu'il y avait un océan sur Vénus. Ou alors, spéculation un petit peu plus folle, il y a eu des océans pendant presque toute l'existence de Vénus, et il y a simplement quelques centaines de millions d'années. Ces océans se sont vaporisés et ont disparu. Centaines de millions d'années, c'est l'âge de la surface de Vénus aujourd'hui. Alors on aimerait bien mener l'enquête, on a des idées pour le faire. On va envoyer des missions spatiales, d'une part pour étudier la géologie à très haute résolution, et d'autre part en envoyant des sondes à la surface qui vont mesurer en détail certains composés chimiques, ce qu'on appelle aussi des isotopes, qui sont la signature de l'évolution d'une planète comme Vénus. Et on va pouvoir essayer de savoir si, oui ou non, il y a eu des océans sur Vénus, d'eau liquide, parce que peut-être que, spéculation folle, la vie aurait pu aussi bien démarrer sur Vénus que sur Terre. À condition que les océans soient formés, on essaye de mener l'enquête pour savoir si c'est arrivé. La surface de Vénus n'étant pas visible, on l'a cartographiée dans les années 90 avec la mission Magellan grâce à un radar. On a ainsi pu développer des théories sur son histoire. Toute la surface date de la même époque, il y a à peu près 800 millions d'années, et on a l'impression qu'à cette époque-là, tout à coup, toute la planète est rentrée en éruption et toute la surface a été remodelée, la lave a tout recouvert. Alors, pourquoi cela? On peut imaginer que c'était la fin de l'océan hypothétique et que c'est à ce moment-là que c'est pour ça que la surface date de cette époque. Mais il existe d'autres modèles qui disent que Vénus et la Terre ne fonctionnent pas de la même manière. Sur Terre, on a un phénomène qu'on appelle la tectonique des plaques. Vous savez, c'est la dérive des continents, donc il y a les plaques, les volcans régulièrement, et tout cela est renouvelé en permanence, ce qui fait que il y a un équilibre entre la chaleur interne et l'extérieur. Sur Vénus, il n'y a pas ce phénomène-là. On aurait donc le sentiment que y a de la chaleur qui s'accumule, à un moment donné, tout rentre en éruption, toute la croûte
autour de Vénus, des volcans partout, la lave refait la surface, la planète se refroidit, et on repart pour quelques centaines de millions d'années tranquilles, et on recommence à nouveau. Donc il y a ces modèles de géologie sur lesquels on travaille. Ce sont des spéculations, mais c'est assez probable. En observant le transit de Vénus il y a des siècles, et avec un peu de géométrie, on a cherché à calculer la distance à laquelle se trouvait Vénus, et par extension, à calculer la taille de tout le système solaire. Mais l'atmosphère de la Terre rend flou le contour du transit, et donc le chronométrage exact du transit n'est pas possible. Il fallut attendre l'arrivée des radars et d'autres méthodes pour pouvoir calculer exactement la distance entre les planètes dans le système solaire. Les transits de Vénus apparaissent en paires. Ils sont séparés de 8 ans chacun et ne réapparaissent ensuite qu'un siècle plus tard. La dernière paire de transits a eu lieu en 2004 et en 2012. La prochaine sera en 2117. L'exploration de Vénus commence dès le début de l'ère spatiale. À l'époque, les caractéristiques de la planète Vénus sont très mal connues, au point que certains spéculent sur l'existence de conditions à sa surface proches de celles de la Terre. Le 14 décembre 1962, Mariner 2 fait son plus proche passage près de Vénus à environ 30 000 km. Un flux d'informations arriva alors au centre de commande de Pasadena. Si les retours scientifiques furent modestes, la réaction du public face à cette réussite technologique fut énorme. C'est un temps de fierté pour les États-Unis. Pour la première fois, dans la course aux étoiles, ils sont les premiers. Si les États-Unis ont gagné la course pour Vénus, l'Union soviétique joue par la suite un rôle fondamental en lançant une trentaine de missions dans le cadre du programme Venera. Après quelques échecs, les premiers succès arrivent avec Venera 4. Première sonde à effectuer une rentrée atmosphérique sur une autre planète et à renvoyer des données. Elle fut broyée par la pression atmosphérique de Vénus à plus de 26 km de la surface. L'amélioration des sondes permit à ces dernières de progressivement dévoiler la structure de l'atmosphère et certaines caractéristiques du sol vénusien. Venera 7 parvient en 1970 et pour la première fois à se poser et à renvoyer des données de la surface de la planète pendant une vingtaine de minutes. Les succès se poursuivront jusqu'à Venera 16 pour différents types de missions, atterrisseurs et orbiteurs. Des enregistrements du vent vénusien furent faits dès la mission Venera 7. Voici un extrait d'un enregistrement effectué par Venera 14. Le vent vénusien souffle entre 0,3 à 0,5 mètres par seconde. Ces terres brûlées ne sont donc que peu victimes de l'érosion due au vent. Les deux sondes du programme Vega de 1986 constituent les dernières missions spatiales soviétiques dédiées à l'exploration de Vénus. L'atmosphère fut étudiée avec des ballons et une première carte des reliefs fut dressée avec un radar. La NASA lance deux premières missions pour Vénus. Pioneer Vénus en 1978 et surtout Magellan en 1989. Cette dernière, grâce à son puissant radar, permet la réalisation de la première carte détaillée de Vénus.
La NASA abandonnera par la suite Vénus pour privilégier l'exploration de la planète Mars et des planètes plus lointaines. À partir de la fin des années 2020, on va vivre une nouvelle ère de l'exploration de Vénus. C'est très enthousiasmant puisque ont été sélectionnées en quelques jours d'écart 3 nouvelles missions vers Vénus qui vont vraiment avoir lieu. Elles sont confirmées. La première, c'est une mission qu'on appelle Veritas, qui consiste à simplement retourner autour de Vénus. Quand je dis retourner, c'est parce qu'on avait cartographié Vénus dans les années 90. On y retourne avec un radar, mais un radar nouvelle génération qui permettra de faire une cartographie avec une résolution sans précédent, avec une résolution en gros d'une trentaine de mètres. On va avoir une image complète de tout Vénus avec une résolution de trentaine de mètres et on va donc pouvoir vraiment redécouvrir ce monde géologique assez extraordinaire. Vénus, c'est grand comme la Terre, il n'y a pas d'océan et on voit des volcans, des failles, des espèces de continents bizarres. Il y a plein de formations géologiques qui sont sans équivalent sur Terre et qu'on comprend encore mal parce que pour l'instant on a des données encore avec des résolutions très grossières. Donc là ça va être une vraie révolution pour mener l'enquête à la fois sur ce qui se passe aujourd'hui sur Vénus, le volcanisme, comment fonctionne sa géophysique et en même temps essayer de voir si on peut trouver des indices sur le passé de Vénus éventuellement lorsque Vénus est une planète avec un environnement différent. La mission suivante qui a été sélectionnée, aussi par la NASA, s'appelle Da Vinci. C'est une mission totalement différente, car c'est une sonde qui va pénétrer dans l'atmosphère sous un parachute, descendre doucement, traverser les nuages, en faisant plein de mesures avec un micro-laboratoire à bord qui récupère les molécules de l'atmosphère et analyse en détail tout ce qu'on peut voir, toute la composition détaillée, y compris ce qui est très important pour nous, les géochimistes, c'est-à-dire les isotopes. Donc ça, c'est la signature de beaucoup de choses qui nous informent sur le passé et la formation des atmosphères. Donc on va descendre à travers les nuages passionnants parce qu'il y a des gouttelettes d'acide sulfurique, on se demande s'il n'y a pas une activité chimique très compliquée là-dedans. On descend. Sous les nuages, on arrive dans une atmosphère chaude mais transparente, donc on commence à pouvoir regarder à distance, on continue à descendre. Au bout d'un moment, l'atmosphère est tellement dense, tellement épaisse qu'il faut larguer le parachute et on coule un peu comme dans un océan. Et puis on continue à descendre, il fait de plus en plus chaud, 300 degrés, 400 degrés. Et peu à peu, en s'approchant de la surface, l'atmosphère reste transparente et on pourra prendre des vraies photos aériennes de grande qualité sur un terrain qu'on aura choisi avec soin, un des terrains qui sont un peu énigmatiques au niveau géologique. Et enfin, on se posera, il fera à peu près 450 degrés. Alors, à 450 degrés, l'électronique ne fonctionne pas. En fait, ce qui se passe, c'est que la sphère va être bien isolée, mais peu à peu, la chaleur va rentrer, la batterie va ne plus fonctionner, et puis on pourra vivre comme ça quelques dizaines de minutes à la surface seulement. Mais entre-temps, on aura fait plein de mesures révolutionnaires. Dernière mission, cette fois-ci, c'est une mission européenne, qui s'appelle Envision, qui va venir compléter tout ça, quelques années plus tard, prendre le relais d'Envisat. Et cette fois-ci, on aura encore un système pour faire des images, toujours avec un radar, puisqu'on ne peut pas regarder à travers les nuages, mais cette fois-ci un radar conçu pour être à encore plus haute résolution que Veritas. Veritas aura fait une cartographie globale, on va dire, à 30 mètres de résolution. Vous voyez, on voit des grandes rivières, des grandes coulées de lave. Cette fois-ci, on aura une résolution allée jusqu'à 1 mètre. Et là, on pourra regarder en détail, mais qu'est-ce que c'est que ça, ces éboulis, etc. Continuer l'enquête, tout en faisant des mesures sur l'atmosphère et en faisant des mesures sur l'évolution de la planète avec le temps, en poursuivant ce qu'aura observé Veritas. Par exemple, si on voit un volcan actif avec des coulées de lave, on pourra continuer à regarder, est-ce qu'il y a d'autres coulées de lave, etc. La Terre est la 3e planète en s'éloignant du Soleil. C'est la 5e plus grande du système solaire, aussi bien par sa masse que par son diamètre. C'est la seule planète qui ne porte pas le nom d'une divinité. Par ailleurs, elle est le seul objet céleste connu, à ce jour, pour abriter la vie. Elle orbite autour du Soleil en 365,256 jours solaires et réalise une rotation sur elle-même en 23 heures 56 minutes 4 secondes. L'axe de la rotation de la Terre possède une inclinaison de 23 degrés, ce qui cause l'apparition des saisons, les hémisphères étant différemment exposés au Soleil. La Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, sur une période d'environ 30 millions d'années.
C'est l'accumulation de petits éléments de glace, de poussière, qui ont donné naissance à un corps suffisamment conséquent pour exercer sa propre gravité. Mais quelques millions d'années plus tard, la Terre subit un cataclysme d'envergure. Une collision avec un impacteur qui arrache une partie de la planète. Un nouveau nuage de matière gravite autour de ce qui reste de la Terre. À nouveau, les poussières s'accumulent jusqu'à former le seul satellite naturel de notre planète, la Lune. L'interaction gravitationnelle avec son satellite crée les marées, stabilise son axe, réduit graduellement sa vitesse de rotation. C'est à cette époque inhospitalière, il y a 4 milliards d'années, que la vie apparaît sur Terre. Comment ce miracle a-t-il été possible ? Tout d'abord, la Terre a une place privilégiée au sein du système solaire. Elle se situe dans ce qu'on appelle la zone habitable. Ni trop près, ni trop loin du Soleil. Si l'on approchait la Terre de 5% vers le Soleil, les océans se mettraient à s'évaporer et la Terre se transformerait en une sorte de Vénus sans vie. Si on éloignait la Terre de 5% du Soleil, les températures chuteraient à moins 60 degrés et tout serait gelé, rendant la vie impossible. Grâce à cette situation tempérée, à son atmosphère, à son champ magnétique et à sa couche d'ozone, la Terre a conservé son eau sous toutes ses formes, gazeuse, solide, liquide, mais principalement liquide. Il y a 3,8 milliards d'années, les premiers organismes monocellulaires seraient alors apparus dans les sources volcaniques chaudes. Des sources hydrothermales, lieu idéal pour qu'une succession de phases sèches et humides favorise la concentration et l'assemblage des molécules. Puis, grâce à la photosynthèse provoquée par la lumière solaire, l'atmosphère s'est enrichie en oxygène, permettant aux micro-organismes de se développer petit à petit dans les océans. La vie, dès lors, pouvait connaître son incroyable évolution. Durant l'évolution du vivant, la biodiversité a connu de longues périodes d'expansion, occasionnellement ponctuées par des extinctions massives. Environ 99% des espèces qui ont un jour vécu sur Terre sont maintenant éteintes. En 2020, plus de 7,7 milliards d'êtres humains vivent sur Terre et dépendent de sa biosphère et de ses ressources naturelles pour leur survie. Notre voyage continue. En s'éloignant du Soleil, on arrive sur la 4e et dernière planète tellurique, Mars. Alors Mars est quand même à part dans le système solaire depuis toujours en fait, parce que c'est une des planètes les plus proches
de la Terre, et surtout que lorsqu'on l'observe, on se rend compte qu'elle a beaucoup de points communs en apparence. Par exemple, la durée du jour sur Mars, qu'on connaît depuis longtemps avec les télescopes, c'est de 24 heures 40 minutes. On voit aussi que le cycle des saisons est le même que sur Terre, parce que l'axe d'inclinaison de la rotation est à peu près incliné pareil sur Mars que sur Terre. Donc il y a beaucoup de choses qui ressemblent, il y a des saisons, il y a des calottes polaires, il y a de la neige. Et pendant longtemps, on a cru que c'était comme sur Terre. On mesurait la température côté jour, la surface monte à 20 degrés sous les tropiques, donc on pensait qu'il y avait une atmosphère comme sur Terre, donc ça ressemblait, il y avait de la neige. Au début du XXe siècle, on s'est dit même qu'il y avait apparemment de l'eau liquide et voire des canaux, voire même des martiens intelligents qui essayaient qui entretenaient ces canaux. Bien sûr, c'était une illusion, mais ça a fait rentrer en nous cette légende des martiens, et on continue à parler des martiens quand on parle des extraterrestres. Alors depuis, on s'est rendu compte que c'était tout faux, puisqu'en fait sur Mars, les conditions sont beaucoup plus arides et beaucoup plus stériles, puisqu'en fait l'atmosphère est beaucoup plus fine que ce que l'on pensait à l'époque. Il ne peut pas y avoir d'eau liquide à la surface. On voit bien beaucoup de glace et de neige, mais le plus souvent c'est de la neige carbonique, c'est-à-dire le dioxyde de carbone qui compose l'atmosphère qui se condense. Bon, il y a un petit peu de glace d'eau, mais il n'y a pas beaucoup d'eau, donc c'est un monde assez aride. Néanmoins, après avoir une première déception en ayant découvert ça dans les années 60, il y a une nouvelle révolution dans les années 70 lorsqu'on s'est rendu compte, en regardant la surface de Mars, en faisant de la géologie, qu'il y avait dans les terrains les plus anciens, qui datent de la jeunesse de la planète, il y a 3 à 4 milliards d'années, des lacs, des traces de lacs et de rivières, aujourd'hui asséchés. Donc il y avait de l'eau liquide, et à la même époque, la vie est apparue sur Terre. Donc ça a donné un nouvel intérêt à la planète Mars, puisque si la vie est apparue sur Terre, pourquoi pas sur Mars? Si oui, alors à quoi ça ressemble? Ça veut dire que la vie va apparaître partout, c'est vraiment un laboratoire naturel extraordinaire pour savoir s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Ou au contraire, si rien ne s'est passé, pourquoi? Est-ce que la Terre est exceptionnelle de ce point de vue-là? Est-ce que le démarrage de la vie qui a lieu sur Terre est quelque chose d'assez unique? Notre proche voisine, Mars, a été nommée comme le dieu de la guerre, sans doute du fait de sa couleur rougeâtre, rappelant le sang des batailles. Mais si Mars est rouge, c'est avant tout parce qu'elle rouille. En effet, le sol, riche en fer, s'est oxydé au fil de son histoire. Presque 2 fois plus petite que la Terre, la planète rouge possède une croûte de 50 km d'épaisseur en moyenne, une lithosphère assez épaisse, de 150 à 200 km, et un noyau de 1700 km de rayon. Située à 228 millions de kilomètres du Soleil, Mars a une période de révolution de 687 jours terrestres. Si Mars orbite 2 fois moins vite que la Terre, sa période de rotation est presque identique, soit environ 24 heures. Plus éloignée du Soleil que la Terre, les températures de surface sur Mars sont beaucoup plus basses que sur Terre et varient en moyenne entre moins 133 degrés et plus 17 degrés. À l'instar de la Terre et de Vénus, Mars possède une atmosphère très ténue. Aucun champ magnétique n'a été décelé lors des études du sol de Mars. Certes, Mars ressemble à un désert froid et sec, mais ce ne fut sans doute pas toujours le cas. En effet, les différentes études réalisées sur le sol martien laissent penser que Mars était recouverte d'océans, comme l'était la Terre à la même époque. Malheureusement pour Mars, sa faible densité et son absence d'atmosphère ne lui permirent pas de conserver son eau sous forme liquide. Les différentes missions envoyées depuis des dizaines d'années sur Mars ont comme principal but de déterminer si Mars a pu, dans un passé lointain, abriter une forme de vie. Jeudi 30 juillet 2020, lancement de la mission Mars 2020 depuis Cap Canaveral.
bord d'un lanceur Atlas V, le rover Perseverance débute son grand voyage à destination de la planète rouge avec succès. Retour sur quelques spécificités de l'une des missions les plus ambitieuses de l'exploration spatiale. La mission principale de Perseverance est la collecte d'échantillons de sol martien. Ces échantillons seront récupérés après forage du sol. Puis, grâce à un mécanisme extrêmement complexe, placés dans des tubes étanches situés à l'intérieur de Perseverance. Perseverance développera également deux autres expériences parallèles. MOXIE, un générateur d'oxygène à partir du dioxyde de carbone présent sur Mars. Ingenuity, le premier engin volant testé sur une autre planète. De nombreuses missions ont déjà foulé le sol martien par le passé. Viking en 1975, Pathfinder en 1996, Spirit en 2003, Opportunity 2003, Phoenix 2007, Curiosity 2011, Insight 2018 et enfin Perseverance en 2020. Après chaque étape de prélèvement, Perseverance reviendra déposer ses tubes toujours dans la même zone, afin que la récupération de ces derniers soit simplifiée pour le rover Fetch, qui sera chargé de leur collecte. Actuellement, il fait trop froid et trop sec pour que la vie existe sur le sol martien. Mais elle a pu exister, il y a des milliards d'années, lors de la formation du cratère. L'eau formait alors un lac profond équivalent au lac Tahoe. Sur Terre, les lacs sont remplis de créatures vivantes. La preuve de la vie est souvent préservée dans la boue et le sable déposé au fond des lacs. Nous allons donc utiliser les instruments du rover pour explorer les roches du lit ancien de ce lac. Nous pouvons voir des traces de l'existence d'un ancien lac. Le canyon coupant à travers le bord du cratère est rejoint par une rivière. Alors que l'eau pénétrait dans le lac, elle ralentissait et déposait la boue et le sable qu'elle transportait pour créer un delta. La ligne blanche est un chemin que le rover pourrait prendre pendant les 2 premières années, appelée mission principale. Après avoir exploré le delta, nous espérons étudier les bords du cratère. Pour y arriver, nous devons traverser la mer de dunes de sable. Nous pouvons voir d'anciens rivages s'incurver autour du promontoire et imaginer des vagues dans le lac G0, s'écrasant sur la plage de sable. Voici le trajet de Perseverance lors de ses 7 premiers mois sur Mars. Depuis son atterrissage le 18 février 2021, sur le site Octavia E. Butler, le rover a parcouru environ 2,2 km. Il s'est d'abord dirigé vers le sud, où il a réalisé sa première tentative de prélèvement, sur le site Roubion, au début du mois d'août. L'échantillon se révélera trop friable. Perseverance se dirigera ensuite vers le nord-ouest jusqu'au site Citadel, où il réussit ses 2 premiers prélèvements début septembre. À son arrivée sur le site Citadel, voici ce que Perseverance découvrit. Une série de rochers organisés en couches. Le rover se mit à la recherche d'un bloc suffisamment dur pour pouvoir faire un forage et prélever des carottes. Le premier échantillon fut prélevé dans un bloc de pierre appelé Rochette et le trou de forage baptisé Mont Denier. Le second fut prélevé 2 jours plus tard
depuis le trou de forage Montagnac. La prochaine zone d'exploitation est déterminée. Elle s'appelle Ceuta. On peut voir à gauche une image juste après le prélèvement de l'échantillon et à droite avant les analyses. Ici, on peut voir l'intérieur d'un tube de prélèvement avant analyse par le rover. C'est ainsi le premier échantillon du sol d'une autre planète qui va être conditionné pour un retour et une analyse sur Terre. Voici à quoi ressembleront les échantillons du sol martien prélevés par Persévérance. Si c'est encore un pas de géant qui vient d'être fait avec ces premiers prélèvements de sol martien, une longue aventure nous attend avant qu'ils nous révèlent leurs secrets. Ici s'achève notre voyage à travers les planètes telluriques de notre système solaire. Mais au-delà de la ceinture d'astéroïdes, l'aventure continue.